Aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Ce qui m'a encouragée, c'est un ami ce matin qui m'écrit, qui me dit: «Voilà, j'ai toujours pas trouvé de place en structure pour mon père. Ça fait plus de 8 mois, je suis même pas en liste d'attente. Il est de plus en plus agressif, personne n'en veut». La réponse, oui, il y a un trou dans la raquette. Quand nos aînés, sont dociles, les structures sont accueillantes. Il y en a à tous les prix, hein, en région parisienne, de 2 000, 3 400 € jusqu'à plus de 6 000 € par mois. Mais c'est le même prix que votre proche soit, docile, gentil et qu'il soit bon camarade de classe ou qu'il soit, agressif, agité, éventuellement, fugueur. C'est le même prix. Donc étant donné qu'ils ont le choix, qu'ils ont une liste d'attente longue comme le bras, pourquoi une structure irait prendre quelqu'un comme le père de mon ami qui est agressif, alors que, ils peuvent avoir, des gens beaucoup plus, agréables, à vivre et pour eux agréables à travailler. Quelque part, je le comprends, je le conçois parce que je me dis que si je travaillais dans une de ces structures, je comprends que c'est moins pénible d'avoir quelqu'un docile que quelqu'un d'agité et d'agressif. Néanmoins, à un moment donné, c'est la dégénérescence, ça peut vous arriver, ça peut arriver à vos parents et il faut bien quand même, à un moment donné, des structures pour ces profils-là. Malheureusement, c'est très compliqué. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans et j'ai envie de vous raconter l'histoire de mon père, Roger, 77 ans. Mon père a commencé à avoir, des troubles cognitifs, il y a quelques années. Ça a commencé à être très, très pénible en 2022 pour, l'entourage, c'est-à-dire, ma mère. Hem, Parce que, il fallait céder au moindre de ses caprices, au moindre de ses désirs. C'est usant, et puis avec des troubles cognitifs, de parfois pas, savoir à quelle heure il faut manger, pas avoir de sensation de satiété, donc tout le temps faim, pas pouvoir se réveiller en pleine nuit pensant que c'est en pleine journée, des difficultés au niveau de la toilette et commencer à plus vouloir vraiment se laver tout seul. Bon, compliqué. À côté de ça, il marchait très bien, il parlait très bien, il avait encore de la réflexion, il s'habillait, voilà, il y avait plein de choses qui fonctionnaient encore très bien. Toujours est-il qu'en octobre 2022, on a décidé de le placer dans une première structure, où on habite, dans le Val d'Oise. Il y est resté 1 mois et demi parce qu'on a trouvé une structure juste à côté de chez moi, peut-être à 600 mètres de chez moi, et ça représentait 1,5 km de chez ma mère. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas tributaire des transports ou de ma voiture pour l'y emmener. Elle était autonome et pour nous, ça a fait une vraie différence. Il est resté dans cette structure de novembre 2022 à mai 2023. Donc les premiers mois, ça s'est bien passé. Euh, En tout cas, d'un point de vue encadrement, d'un point de vue moral, c'est compliqué de le placer. Puis on a toujours... Il faut savoir que mon père, si on discute avec lui 15-20 minutes, à part qu'on pouvait se rendre compte à la fin de la conversation qu'il radotait un petit peu, physiquement, on ne se rendait pas forcément compte qu'il était malade. Donc il y avait beaucoup de jugements de la part des proches et surtout de la famille, toujours bien pensante. Pourquoi tu le places? Mais si on l'a placé, c'est que ça devenait trop compliqué. Bon, en tout cas, d'un point de vue encadrement de la structure, ça fonctionnait bien. Ça a bien fonctionné jusqu'au mois de mars 2023. Au mois de mars, mon père commençait à s'habituer, il commençait à y avoir des soucis pour la toilette. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas pourquoi plusieurs jeunes filles se mettaient à côté de lui et voulaient le voir tout nu pour se laver. Il avait une pudeur. Donc ça a commencé avec, les pattes qui demandaient à ma mère de venir à 7h30 le matin pour, lui faire la toilette. Alors faire la toilette, c'est un métier et ju c'est physiquement dur, c'est éprouvant moralement et moi j'ai dit: «Écoutez, non, si on l'a mis dans une structure, c'est pas pour, que ma mère ou quelqu'un, qu'un proche vienne faire la toilette. C'est votre métier, c'est votre compétence». Bon, on a eu des périodes où mon père n'a vraisemblablement pas été lavé pendant plusieurs jours. Il sentait très, très mauvais. C'est plus ou moins revenu, à la normale. Le 8 avril, il a fêté ses 77 ans, 8 avril 2023. Et vers le 15 avril, on a fait une petite fête avec, 2 personnes, du personnel et puis, quelques autres,
camarades de l'EHPAD, quelques autres résidents et quelques membres de famille de ces résidents. On a fait une fête très conviviale. Mon père et ma mère ont même dansé la valse. C'était très, très agréable, très sympa. Donc ça, c'était mi-avril. Fin avril, on a eu un premier week-end, je me souviens, de pont de 4 jours. Et un jour, un vendredi, mon père est envoyé par l'ambulance à l'hôpital pour ce qu'on nous dit être un contrôle. Ma mère part en ambulance avec lui pour l'accompagner parce que comme il a des troubles cognitifs, il est évident quand il se retrouve dans un rendez-vous médical, au bout de 5 minutes, il se dit « mais pourquoi je suis là ?» Donc ma mère l'y accompagne et elle se rend compte qu'elle a été piégée, qu'en fait on envoyait mon père en hôpital psychiatrique et qu'il n'y avait pas de bon retour de l'ambulance. Ma mère se rend compte en discutant avec les ambulanciers logistiques, c'est-à-dire en gros très simplement à quelle heure vous allez revenir nous chercher. Les ambulanciers disent « mais madame, c'est un internement en hôpital psychiatrique, il n'y a pas de bon retour ». Ma mère s'organise pour malgré tout revenir et arriver à l'EHPAD, demande des comptes à l'infirmière cadre qui semble être sincèrement la première étonnée. Et en fait, on apprend que c'est le médecin coordonnateur qui avait fait ça dans son petit coin. Donc c'était un trajet aller sans retour à l'hôpital psychiatrique. Donc moi, je me libère de mes obligations professionnelles, je vais sans rendez-vous, je déboule dans le bureau du directeur de l'EHPAD. Il était alors en réunion avec le médecin coordonnateur que j'ai vu pour la première fois ce jour-là, que d'ailleurs je n'ai jamais revu depuis, et l'infirmière cadre. Je lui demande à lui parler en tête-à-tête. Je lui explique ce qui vient de se passer. Il semble découvrir les faits. Vrai ou pas, je ne le saurai jamais. Toujours est-il que je lui demande « mais est-ce que vous souhaitez toujours garder mon père? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait qu'il a été envoyé en hôpital psychiatrique ?» C'est un quiproquo, etc., etc. Je dis non, là, c'est pas un quiproquo. Un quiproquo, c'est je me suis trompée entre l'étiquette bleue et l'étiquette jaune. Là, c'est pas un quiproquo. Bref, la conversation dure quasiment 2 heures. Et on convient de prendre, nous, rendez-vous avec un gériatre pour essayer d'ajuster le traitement de mon père, puisque revient sur le tapis ce sujet, notamment de la toilette. Très bien. On est quand même un petit peu échaudé. Le week-end suivant, c'est à nouveau un week-end de pont de 4 jours. Le vendredi, j'étais en voiture avec mon conjoint, on partait dans le Morbihan voir ma belle famille, donc on est très loin du Val d'Oise, puisqu'on était en plus sur le point d'arriver. Le médecin coordonnateur m'appelle et me dit « j'envoie votre père en hôpital psychiatrique, il est très agité, c'est une urgence. La dernière fois, vous avez réussi à le ramener, cette fois-ci, j'ai fait ce qu'il fallait, il ne pourra pas revenir. » Donc déjà, le ton, la menace, tout de suite, on prend l'ampleur de là, on a vraiment envie de se débarrasser de lui. On n'a eu aucun signe avant-coureur parce qu'il faut savoir que depuis novembre 2022 qu'il était dans cet établissement, entre ma mère et moi, on y est allé 6 jours sur 7 à l'EHPAD. Donc il y avait largement loisir de partager d'éventuelles difficultés ou une alerte en disant « ça se dégrade, on n'est pas structuré, on n'est pas compétent pour le conserver, il va falloir chercher une autre structure. » Rien du tout. J'appelle ma mère, qui a donc 75 ans, et je lui dis « attention ». Donc, malgré l'urgence annoncée par le médecin coordonnateur au téléphone, ils prennent le temps de faire manger mon père avec les autres résidents. Ça veut dire qu'il n'était quand même pas assez élément perturbateur puisqu'il a mangé avec les autres et tranquillement. Bref, il est arrivé finalement à l'entrée de l'hôpital psychiatrique dans l'après-midi. À nouveau, ma mère a réussi à l'en faire sortir et à le mener aux urgences générales parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire interner comme ça quelqu'un, tout médecin coordonnateur qu'il est. Il aurait fallu qu'il ait au moins l'aval d'un autre confrère ou éventuellement un papier plus officiel. Enfin, heureusement, même pour une personne vulnérable, on ne peut pas interner les gens comme ça. Donc, il est pris en charge en unité de jours de courte durée et on tombe sur un chef de service et son interne ou son adjoint, peu importe, qui se pose des questions,
qui appelle l'infirmière cadre, qui appelle le médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur dit il est très agité, même si moi, personnellement, avec mes yeux, je ne l'ai jamais constaté. Il l'a quand même envoyé à l'instant en hôpital psychiatrique. L'infirmière 4 dit si, moi je l'ai vu violent. Et on apprend qu'elle aurait porté plainte quelques jours avant parce que mon père aurait un soir, refusant de manger parce que la nourriture était mauvaise, aurait soulevé une chaise et l'aurait lancée à travers son bureau. Et là, on est alerté par ce service qui dit, on a fait des premiers examens sur Roger, il est anémié, il est faible. Les résultats médicaux nous permettent d'affirmer qu'il n'était absolument pas en capacité physique de faire ce dont il est accusé, alors qu'il y a quand même eu une plainte portée à la police. Je remets tout de suite en doute la véracité des propos de cette infirmière cadre, sachant que c'est une infirmière cadre qui a été jugée en 2020 dans le cadre de détournement de fonds qui représentait, je crois, 750 000 euros, alors qu'elle était infirmière libérale. Donc, la véracité, quand on a ce passif-là, je le remets effectivement en question, surtout appuyé par les premières analyses médicales. Mon père a des poches de sang, des transfusions, bref, il est soigné. Et il ressort le dimanche soir. Le dimanche soir, ma mère arrive avec lui en ambulance et aurait voulu parler avec l'équipe d'encadrement. Bien sûr, c'est un dimanche et en plus un dimanche de pont de 4 jours. Elle pensait trouver personne et en fait, si. Le dimanche qu'elle est revenue, hélas, il y avait une résidente qui venait de se défenestrer, donc il y avait la police et les pompiers, elle est décédée sur le coup. Mais bon, l'équipe dirigeante était occupée à autre chose, donc ma mère n'a pas eu l'occasion de discuter. Le lundi, le mardi et le mercredi, tous les soirs, elle est restée à l'EHPAD jusqu'au coucher de mon père pour s'assurer que tout allait bien. Et de jour en jour, elle le sentait diminuer. Il était clairement drogué et il n'arrivait même plus le dernier jour à se tenir sur ses jambes. On ne s'est pas inquiété puisque on avait ce fameux rendez-vous gériatre qui arrivait. Ce rendez-vous gériatre était prévu pour le jeudi 4 mai à la mi-journée. Donc le jeudi matin, il était convenu que ma mère viendrait chercher mon père et une ambulance était réservée pour partir à la gériatrie à l'hôpital. Ce jeudi matin 4 mai 2023, ma mère vient chercher mon père. Elle ouvre sa chambre. Il était un petit peu avant 11 heures. Et elle trouve la chambre dans le noir. Au début, elle n'y voit rien. Elle voit mon père allongé dans une position très particulière sur le dos. Elle panique. Elle appelle à l'aide. C'est le régisseur qui vient en premier, qui a toujours été très sympathique. Et mon père est inconscient, inanimé. Il a la bouche entrouverte. Il a du sang autour de la bouche, du sang sur l'oreiller. Il est couché dans une position qui doit lui faire extrêmement mal au dos, au lombaire, qui doit être extrêmement inconfortable. Et elle finit par arriver à avoir un signe, et c'est un râle de douleur. Ils mettent 3 quarts d'heure à avoir de l'aide sur place. C'est une infirmière qui se déplace. L'infirmière ne sait visiblement pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, les ambulanciers qui étaient programmés pour emmener mon père à la gériatrie arrivent et sont renvoyés tout de suite. Moi, à ce moment-là, qui ne suis pas là, mais qui suis au téléphone avec ma mère, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'appelle pas le SAMU ou les pompiers. Il y a urgence. L'infirmière appelle quelqu'un, on suppose qu'à ce moment-là, elle appelle le médecin coordonnateur. Des consignes sont données. D'autres personnes du personnel soignant arrivent, changent les draps, il y avait du sang, prennent des affaires dans la salle de bain, des affaires, des produits médicaux. Bon, donc, mettre tout ça dans un sac poubelle et hop, ça part. Une deuxième équipe d'ambulanciers arrive. Pourquoi des ambulanciers? Pourquoi pas le SAMU? Pourquoi pas les pompiers? Toujours est-il qu'ils emmènent mon père. Et j'apprendrai plus tard que le motif de la réservation de l'ambulance, c'est agitation.
mais forte agitation, qui nécessitait d'être emmené. Mon père, et on a des photos, était inconscient, incapable de parler. Il était très très mal en point, très 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 drogué. Il est envoyé à l'hôpital, j'appelle le médecin gériatre avec lequel on avait rendez-vous, et tout de suite, il me dit, il a peut-être fait une overdose médicamenteuse. J'ai pas réagi sur le coup parce qu'on est dans le moment présent, mais après coup, je me dis, mais on aurait pu se dire qu'il avait fait un AVC, un infarctus. Pourquoi tout de suite l'overdose médicamenteuse? J'ai trouvé ça bizarre et j'ai compris après que c'était ça. Donc ce rendez-vous n'a évidemment jamais eu lieu. Mon père, suite à ça, a été intégré dans une unité de gériatrie aiguë. On l'a découvert ce jeudi 4 mai dans un très mauvais état. Le lendemain, on l'a découvert en couche, sans chaussettes, sans chaussures, en couche, pas de t-shirt, juste en couche. Complètement délirant, des hallucinations, de la fièvre, un teint jaune, pas possible. Il était vraiment en très mauvais état. Il est d'abord passé par une phase où 3 jours il a été alité et quasiment inconscient. Enfin, on a cru qu'il ne reviendrait pas. Après, on est passé par... c'était inhumain de voir dans l'état dans lequel il a été pris en charge. 15 jours avant, il dansait avec ma mère. Ça a été très difficile. Pour lui, sans aucun doute, on ne le sait pas. Pour nous. Au bout de 7 semaines, il est sorti. Au bout de 7 semaines, on nous a dit on ne peut plus le garder. On nous a d'abord fait croire au fait qu'il ferait de la rééducation. Parce que dans cet accident, cette overdose médicamenteuse, il a perdu toutes ses facultés. Il a perdu la parole, il a perdu la mobilité, c'est-à-dire que depuis, mon père ne marche plus. Il a perdu ses facultés intellectuelles. Il pouvait parler, on pouvait avoir une conversation, il pouvait raisonner. Bien sûr, on ne pouvait pas parler de l'actualité, il n'avait plus de mémoire immédiate. Mais tout le reste fonctionnait. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Physiquement, cognitivement, intellectuellement, il n'y a plus rien qui fonctionne. On a eu enveloppe corporelle, c'est tout ce qui lui reste. Et l'enveloppe corporelle, je peux vous dire qu'elle n'est vraiment pas dans un bel état. Pas de rééducation, évidemment. Pourquoi prendre une place et mettre des efforts pour quelqu'un comme lui? Pas de rééducation. Donc du jour au lendemain, il faut trouver un nouvel EHPAD, puis je vous assure que ça ne va pas être facile, personne n'en voudra. Merci Madame la chef de service, définitivement vous rayonnez de votre empathie, de vos compétences médicales et je dirais aussi humaines. On se dit, dans un premier temps, il va retourner à l'EHPAD dans lequel il était, bien sûr en attendant de trouver une autre structure, puisqu'il est impensable de le laisser là. Il fallait bien qu'on le place quelque part, et on ne trouve pas une place comme ça du jour au lendemain. Sachant qu'on était au mois de juin, peu de temps avant les vacances de juillet, les grandes vacances. La chef de service de la gériatrie aiguë nous dit « Non mais, l'autre EHPAD n'en veut plus ». On se dit « Oui, mais nous non plus, on ne veut plus y retourner, ils ont essayé de nous le tuer. Mais qu'est-ce qu'on fait ?» J'envoie une trentaine de candidatures. Sans aucune raison, sans aucun motif, sans même un échange téléphonique, les réponses pleuvent très rapidement. C'est non. J'en viens à mon ami. Pourquoi prendre un résident lourd d'encadrement alors que pour le même prix, il y a une liste d'attente de résidents potentiellement tout à fait dociles, agréables? Pourquoi? Et finalement, on trouve une structure très humaine, heureusement pas très loin de chez nous, à un quart d'heure de route. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et on découvre un nouveau monde. Une structure avec des gens qui sont présents autour des résidents, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Avec des repas qui semblent être corrects et vraiment bons, puisque même le personnel déjeune sur place.
des personnes à l'écoute et puis des personnes qui nous disent: «Mais ça, c'est normal que ce soit compliqué et c'est normal que vous ne sachiez pas faire parce que vous êtes la famille, vous êtes, affectés et c'est pas votre compétence, c'est pas votre métier et puis, bah, c'est normal que parfois il rechigne à la toilette, sinon il serait pas là et puis c'est normal que parfois ceci, puis c'est normal que parfois cela». Il a même des séances de kiné. Alors bon, il ne remarche pas, mais il a des séances de kiné. On a, dès le 4 mai, le jeudi 4 mai au soir, on a porté plainte à la police. Aujourd'hui, cette plainte n'a pas beaucoup avancé parce qu'il faut savoir que tous ces gens-là sont très protégés. J'avais eu l'occasion que le directeur France de ce groupe d'EHPAD me contacte. Je me suis dit cool, mais en fait, voilà, je pense qu'il voulait simplement avoir ma version des faits, j'ai jamais eu de suite. Le directeur Île-de-France aussi m'a contacté alors que je lui avais envoyé par MMS la photo de mon père qui gisait dans son lit ce fameux jeudi 4 mai. Il m'a dit: «Mais je vois pas du tout, madame, je vois un monsieur qui est gentiment allongé dans son lit». Moi, je lui ai répondu: «Mais monsieur, si c'était votre maman à la place, si vous la voyez allongée comme ça, n'importe comment dans son lit, est-ce que vous trouveriez que c'est une belle image ?» Inhumain, inhumain. J'ai contacté l'ARS, il s'est rien passé. J'ai contacté le Conseil de l'Ordre des médecins pour dénoncer le médecin coordonnateur, parce que pour lui, c'est un jeu, mais pour moi, c'est à lui que revient la faute. Ce monsieur ne mérite plus d'exercer. Pour moi, sa place serait même en prison. Le directeur de la structure ne devrait pas exercer non plus, ou devrait être puni, j'en sais rien. Toujours est-il que l'Ordre des médecins nous a convoqués. Il faut savoir que l'Ordre des médecins convoque sans se soucier de nos disponibilités. Moi, il s'avère que je suis partie en voyage au mois de novembre. J'étais à l'étranger à l'autre bout du monde et la convocation est arrivée à ce moment-là. J'ai répondu tout de suite par email, mais je ne suis pas disponible. Ils se sont dit, bah, ce sera un PV de carence. Donc en gros, on demande de l'aide. Si on ne peut pas être disponible, tant pis. Je voulais pas que ma mère y aille parce qu'elle est très éprouvée. Et puis finalement, je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage, c'est vraiment ballot d'avoir un PV de carence. Donc on s'est dit, allez, elle va y aller. Quitte à rien dire, parce que en face, le médecin coordonnateur, je sais qu'il aurait été très vilain. Puis eux, ils ont des avocats, etc. Mais au moins qu'elle y aille, qu'il n'y ait pas un PV de carence. Elle était tellement... elle est toujours tellement perturbée qu'elle s'est complètement emmêlée les pinceaux dans les dates et les horaires. Et elle s'est présentée avec 1 heure de retard, une demi-heure de retard. PV de carence. Bon, j'en parle plus parce qu'elle s'en mord encore les doigts aujourd'hui. Honnêtement, je pense que ça n'aurait rien changé. Depuis le 4 mai, mon père est toujours en fauteuil roulant. On ne peut pas avoir de conversation avec lui, ou alors vraiment dans un étincelle de clairvoyance, on peut échanger une phrase. Il se rend compte de rien, il est absent. Il a énormément maigri. On ne le reconnaît plus. Ça a été très violent pour nous, ce changement en si peu de temps. Au moins, on le s'est bien encadré. Au mois d'octobre 2023, il a fait une sorte d'infection, enfin on ne sait pas. D'un seul coup, il est parti dans un très profond sommeil, on a cru qu'il ne se réveillerait pas. Quand on a compris, quand l'EHPAD nous a dit préparez-vous, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on s'est senti soulagé pour lui. C'est la fin de toutes ses souffrances, mais aussi pour nous. Enfin, moi, j'ai senti que ça commençait déjà à partir, à s'élever. J'avais plus le même poids sur les épaules. Malheureusement, et heureusement aussi quelque part, bien sûr, il s'en est remis au bout de 4-5 jours. Heureusement, parce que ça fait plaisir de pouvoir encore le voir. Et malheureusement, parce que dans l'état dans lequel il est, c'était pas son meilleur destin. Aujourd'hui, il est encore là.
Il souffre beaucoup parce que comme il est dans un fauteuil, il a des escarres. Donc ça, c'est affreux, il a des escarres aux fesses. On peut pas vraiment profiter de lui parce que quand on le voit, quand on va lui rendre visite, on essaye maintenant d'y aller plus qu'une fois par semaine parce que ça ne lui apporte rien parce qu'après il est agité et nous, ça nous éprouve énormément et surtout, on le sait très bien encadrer. Quand on y va, c'est 1 heure maximum, 1h30 si c'est une bonne visite, mais il est vite fatigué et puis il est vite agressif parce que c'est un être humain, mais je veux dire, un animal ou un enfant s'exprimerait pareil quand on a mal, quand on souffre, quand on n'est pas bien, eh bien on râle, on est agressif. Voilà, je voulais partager cette histoire parce que ça fait du bien, parce que aussi que les gens qui vivent la même chose, je voudrais qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Je suis entrepreneur dans l'immobilier, je rentre dans la vie intime des gens et je m'aperçois que notre cas est très loin d'être isolé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui ont ce fardeau d'avoir un proche dans un EHPAD. Ça se passe plus souvent pas très bien que bien. Ou bien il y a ceux qui sont en train de prendre la décision de les placer. Enfin, quelle que soit l'étape, c'est très difficile. Donc je voulais partager cette histoire parce à plusieurs, on est plus fort. Aussi pour, si jamais quelqu'un m'entend, avoir de l'aide. J'aimerais avoir quelqu'un qui m'accompagne pour me délester un peu de la partie officielle, juridique, paperasse, parce que je vis très mal la situation pour mon père, mais je vis aussi très 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 mal que le directeur de cet établissement et que le médecin coordonnateur continuent impunément leurs activités, sachant ce dont ils sont capables. Donc si un avocat m'entend, je suis preneuse de conseils et je suis prête à m'engager dans un dossier. L'enquête de police, la dame qui s'en occupe est disponible, me contacte régulièrement, elle est très sympathique, mais elle ne peut pas faire plus que ce que les moyens qu'on lui donne le permettent. Donc voilà, c'est compliqué. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous êtes dans cette situation, je vous envoie plein de courage. Merci de m'avoir écouté.